Chaque vendredi, c'est bien sûr le sport. On va parler du championnat de première division au Togo. La SCK et l'ASCO de Kara vont disputer la première place. Nous évoquerons toujours en football cette décision de l'UEFA de supprimer désormais l'avantage du but à l'extérieur, ceci après 56 années. L'Euro 2021, on va parler de la poule F. L'Allemagne se sauve, le Portugal passe, la France est en tête. Et c'est l'affaire d'Henri Akodo chaque vendredi. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Au plan national, le championnat de première division, on va connaître l'épilogue très bientôt. Et cette phase finale va se disputer entre l'ASCK et l'ASCO de Kara. Les deux se disputeront donc pour la première place. Alors, on va revenir un peu sur la confrontation des deux. Mais en attendant, quand vous regardez un peu tout le championnat, c'est vrai, ça a été organisé en deux zones. Quelles sont les grandes leçons qu'on tire d'abord de cette organisation? D'abord, ça a été une organisation réussie. Ce n'était pas donné, ce n'était pas évident vu le contexte de la pandémie. Et il faut rappeler que le gouvernement togolais, en collaboration avec la Fédération togolaise de football, ont eu à mettre les bouchées doubles pour que cela se tienne. Le gouvernement qui a donné une dérogation spéciale à la fédération pour qu'elle puisse organiser cette compétition. Et dans l'ensemble, au niveau de l'organisation, tout s'est bien passé. Au niveau des différents états-majors, on a pris des dispositions pour pouvoir faire les tests 48 heures avant les rencontres. Au niveau du jeu, les équipes se sont produites et finalement, on a dégagé les deux meilleures équipes pour la finale qui va se disputer le dimanche prochain, le 27 juin. Maintenant, revenons un peu sur le format de cette compétition. Il faut préciser que compte tenu, bien évidemment, de l'exigence de la Confédération africaine de football, qui a demandé à ces différentes fédérations membres de pouvoir organiser leur championnat avant la fin juin, le Togo a eu à adopter une disposition appropriée qui s'imposait, et notamment le format particulier avec ces deux poules de 8 équipes qui tranchent un peu avec le format classique où toutes les équipes s'affrontent entre elles et en aller-retour pour pouvoir dégager le champion. Cette fois-ci, on a constitué deux poules dans la zone sud, la poule A, dans la zone nord, la poule B. À l'issue de cette phase de poule, les deux meilleures équipes de chaque poule se sont qualifiées pour les playoffs qui constituent une ligue un peu fermée entre les quatre équipes. Dans la zone sud, ce sont l'AS Togoport qui a terminé et l'AS OTR qui ont eu à se qualifier pour les demi-finales des playoffs. Et dans la zone nord, c'est quand même le champion en titre ASCO de Kara et ASCK qui se sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs. Donc, il y a cela quelques jours, ces demi-finales ont été disputées en match en aller-retour à Sokoudé et à Takpamé. Et à l'issue de ces deux demi-finales, l'ASCK qui avait affronté l'AS Togoport, match aller 0 but partout, match retour 4 buts à 0, s'est qualifié pour la finale, de même que le champion en titre, ASCO de Kara, qui avait battu en match aller cette formation de l'AS Togoport 2 buts à 1 et en retour 2 buts à 1, toujours s'est qualifié pour la finale. Il faut préciser, je le disais, l'ASK a plutôt affronté l'AS OTR, 0 but partout en match aller et au retour, elle a battu l'AS OTR 4 buts à 0. Donc voilà un peu le format dans lequel s'est déroulée cette compétition et la finale va opposer bien évidemment les deux meilleures équipes de ce championnat qui ont brillé par leur performance tout au long de cette saison. Deux meilleures équipes de ce championnat, mais on est avec deux meilleures équipes, enfin deux équipes de la même zone. Deux équipes de la même zone, c'est-à-dire que la zone nord véritablement regorge de grosses écuries de ce championnat, parce que quand vous voyez un peu les préparatifs d'avant-saison, ce sont ces deux équipes-là qui ont mis un accent particulier sur les préparatifs, tant sur le plan du mercato. Nous savons qu'au niveau d'Ascot de Kara, qui court derrière un 6e sacre, qui avait remporté la saison dernière le championnat, il y a des ambitions affichées pour pouvoir pérenniser ce sacre et faire de très bonnes performances sur le continent avec la venue
du président, de l'honorable député maire d'Amou 2, Mebina Nyasingbe, qui a pris les rênes de cette équipe à l'issue du dernier congrès ordinaire. Il a tout de suite affiché ses ambitions avec le recrutement des joueurs comme Bourou Samadou, l'international béninois, LBK Idiakité, Ouroa Koriko Sadat. C'est une équipe qui a un effectif assez riche avec 2 internationaux togolais, Tchakei Marouf et le jeune Abdul Sama Alimou. De l'autre côté, au niveau de la SK qui avait été championne, l'équipe championne du Togo la saison précédente, il y a de cela 2 ans, qui a même représenté le Togo en Champions League, éliminé par l'AS Vita Club dans le tour de cadrage de la Coupe de la CAF. La SK qui a en son sein également des internationaux, notamment Nan Richard, Ouagoro Ismaël, Tchatakora Semiou, Mani Ougadja. En tout cas, ce sont des équipes qui ont de la valeur, très valeureuse, qui ont un jeu plaisant et sans surprise. Je pense qu'elles étaient attendues à ce niveau et elles ont répondu véritablement. Elles ont battu leurs adversaires de leur zone nord d'abord, Asco qui avait terminé première de cette phase de poule dans la zone nord. L'SK, j'allais dire tantôt, qui avait terminé première de cette phase de poule, Asco qui avait terminé deuxième. Elles n'ont perdu qu'un seul match dans la phase de poule et donc tout naturellement, elles ont su quand même, en tout cas, faire face à leurs 2 adversaires en demi-finale et c'est sans surprise qu'elles vont disputer la finale le dimanche. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité, la force de ces 2 équipes-là? C'est parce qu'elles ont en leur sein les internationaux. Quelle était l'organisation derrière? Quand je prends le champion en titre Asco Kara, je parlais tantôt de cette nouvelle dynamique enclenchée par son nouveau président, Mebina Nyasingbe, qui a su quand même garder l'effectif de la saison dernière et il a quand même apporté en tout cas d'autres compétences au niveau de l'effectif avec ces joueurs que je venais de citer. Au niveau de l'organisation, au niveau du management, il a su garder également l'entraîneur qui était là la saison dernière, l'ex-international togolais Amitokoro Mesan King. Il a su garder également son adjoint, Kassim Guyajou. Il a su mettre en place des choses assez intéressantes au niveau du management avec le manager Loïc Agbalé qui a abattu un travail assez intéressant également. Et au niveau du jeu, c'est quand même une équipe qui a eu un peu des difficultés dans le jeu à pouvoir être souveraine, mais pas à pas, elle est montée en puissance tel un diesel et il y a eu beaucoup plus de fluidité dans le jeu avec des joueurs qui ont été déterminants dans ce parcours-là, notamment l'ex-international togolais, le milieu offensif Tchakei Marouf, qui est véritablement le facteur X de cette équipe. Tchakei Marouf qui a inscrit 8 buts, d'ailleurs le meilleur buteur de cette formation. C'est lui le détonateur du jeu, c'est lui qui accélère par ses dribbles, par ses courses. Il apporte énormément à cette équipe. Vous avez un joueur comme Bourou Samadou, l'international béninois, j'en parlais tantôt, dans son couloir gauche. Il prend souvent le couloir pour aller délivrer des centres pour les attaquants. Vous avez un attaquant comme Ouattara Moutalebou également qui a flanqué 7 buts. En tout cas, c'est une équipe qui a une très bonne organisation collective et des individualités qui se mettent au service du collectif. À côté, la SK, c'est la machine, bien évidemment, de ce championnat. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est quand même une équipe qui a une armada offensive de gala, un trident offensif de fer, très talentueux, une escouade talentueuse entre la vivacité et la virtuosité d'un certain Tchatakora Semiou et la finesse, la technique d'un certain Nan Richard et en tout cas l'efficacité, l'explosivité et le punch. La frappe soudaine d'un certain Ouagoro Ismaël, c'est quand même une équipe qui a une large palette sur le plan technique, sur le plan offensif, et bien évidemment, tout cela a contribué à ce que cette équipe masse sur ses adversaires. Pour preuve, quand vous prenez un peu le classement des meilleurs buteurs de ce championnat, en premier, nous avons Nan Richard, le capitaine de cette équipe de la SK, qui a déjà marqué 14 buts. En deuxième position, vous avez Ouagoro Ismaël, 13 buts. À eux, ils ont marqué 27 buts, comparativement à des équipes comme l'AS Togoport, qui
a marqué moins de 20 buts dans ce championnat, vous convenez avec moi que c'est une équipe quand même qui est à craindre. Maintenant, dans l'enjeu, quand même, vous avez quand même de la qualité avec Mani ou Gadia qui apporte cette sérénité au niveau de la récupération. C'est une équipe quand même qui a cette facilité à se projeter rapidement vers l'avant après la récupération du ballon. Il y a une certaine variété dans le jeu. Parfois, c'est un jeu hybride parce qu'il multiplie des transmissions de balles dans les petits périmètres, mais également, il use des longues ouvertures pour pouvoir trouver des décalages sur les côtés et centrer très fort. Donc, c'est quand même une équipe à craindre, impitoyable pour ses adversaires, très flegmatique. En tout cas, il y aura match le dimanche prochain au stade de Kiki pour cette finale. Ça, pronostiqué, ça passe. Qui a plus les faveurs? ASCK, Asco de Cara? En termes des dernières confrontations, ça a été, en tout cas, âprement disputé. Elles se sont affrontées lors de la phase de poule à 2 reprises. Il y a eu match nul. C'est dire que ce sont 2 équipes qui ont de la qualité et qui se craignent. Les unes les autres, elles savent qu'il y a de la qualité d'un côté comme de l'autre et donc elles se craignent. Maintenant, parlant un peu de cette opposition classique, je pense que aujourd'hui, en tout cas, celui qui pourrait miser une pièce sur l'une ou l'autre équipe aura à prendre beaucoup de risques puisque les forces en présence se valent. Un peu, vous avez au niveau d'Asco de Cara ce jeu un peu pragmatique où on cherche rapidement à la récupération à pouvoir orienter le jeu, à faire mal à l'adversaire. En face, c'est quand même cette formation de la SK qui parfois tombe dans le faux rythme, des séquences de conservation de ballon, des séquences de monopolisation du ballon pour user l'adversaire et l'accélération, le changement de rythme. Donc, ça va se jouer à peu de choses, ça va se jouer sur des détails, notamment au niveau des émotions. L'arbitrage sera vraiment scruté dans cette rencontre. Véritablement, je pense qu'on aura droit à une rencontre assez palpitante. Toutes les minutes vont être disputées véritablement avec une certaine détermination. L'équipe qui va pouvoir gérer ces temps forts et ces temps faibles, l'équipe qui va être efficace dans les 2 zones importantes de la pelouse, notamment les 7 mètres 50 offensives et les 7 mètres 50 défensives, c'est celle-là qui va l'emporter. Petite précision, Asco de Cara, 5 fois déjà champion du Togo, qui court derrière son 6e sac. La SK, qui a remporté à une seule reprise ce championnat national du Togo. Et pour la petite histoire, à la SK, c'est quand même cette formation-là qui est sortie un peu de l'ombre d'Asco de Cara, puisque le président de cette formation de la SK fut un ancien président des supporters d'Asco de Cara. Okay. C'est un club très jeune, bien évidemment, qui n'a pas encore la décennie et qui a fait une montée exceptionnelle, une ascension fulgurante sur les dernières années de la 2e division venant en 1re division. C'est dire que ce sont 2 équipes frères, sœurs, j'allais dire, qui s'affrontent. Cara va pouvoir s'arrêter un soir de ce dimanche-là, en tout cas, pour pouvoir apprécier le spectacle qui va être offert par ces 2 équipes. Je pense que le spectacle sera assez intéressant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon footballistique un derby? C'est un derby, oui. C'est un duel fratricide entre 2 équipes de la COSA qui vont honorer, bien évidemment, le Togo en phase en Coupe continentale la saison prochaine, bien évidemment, parce que avec ces 2 tickets qu'elles ont obtenus pour la finale, l'une ou l'autre équipe va pouvoir disputer une compétition continentale. Le premier va disputer la Champions League africaine, l'autre, le deuxième, va disputer la Coupe de la Confédération africaine. Ça promet. On va poursuivre maintenant avec le second sujet. Nous restons toujours en football et on parle maintenant de cette décision de l'UEFA tournant le dos à 56 ans de calcul dans les compétitions européennes de clubs. L'UEFA a décidé ce jeudi de supprimer à partir de cet été l'avantage lié au but à l'extérieur, de moins en moins
pertinent pour départager les confrontations aller et retour. But à l'extérieur, tout le monde comprend ce que c'est qu'une équipe est en déplacement et marque un but, donc ça place cette équipe, disons, ça lui donne un certain avantage pour le retour. Finalement, qu'est-ce qui sous-tend la décision de l'UEFA de supprimer cet avantage du but à l'extérieur? Oui, d'abord, il faut revenir un peu sur l'historique de cette disposition qu'avait prise l'UEFA en 1965. Oui. En fait, c'était pour pouvoir encourager le beau jeu. C'était pour pouvoir prôner le beau football, puisqu'il a été constaté que les équipes, à l'époque, les clubs à l'époque, quand ils jouaient à l'extérieur, quand ils jouaient loin de leur base, fermaient le jeu devenait ennuyant, ils n'ouvraient pas les jeux, ces clubs-là. Et donc, pour pouvoir les contraindre à pouvoir ouvrir le jeu, l'UEFA a instauré cette règle du but à l'extérieur qui compte double. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez un peu sur les dernières années, il y a eu des cas d'école qui se sont produits, c'est-à-dire que des équipes qui n'ont pas démérité dans une double confrontation, qui passent à la trappe à cause de ce but à l'extérieur qui compte double. Donc les voix se sont levées depuis plusieurs années pour pouvoir demander à l'UEFA de pouvoir revoir cette règle et de revenir à une règle beaucoup plus classique qui va pouvoir donner une chance égale à toutes les équipes. Donc l'UEFA, sur la base d'une réforme, a eu à réaliser véritablement le souhait de ces différents observateurs, de ces clubs-là qui soutenaient que le fait de pouvoir marquer un but à l'extérieur et ce but qui comptait double n'était pas... il n'y avait pas une certaine équité, une certaine parité, et donc cela désavantageait énormément les équipes. Donc l'UEFA, à travers un communiqué, ce jeudi, a annulé cette règle. C'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un temps, et aujourd'hui on aura assisté à des matchs assez classiques. Pour donner un petit exemple, si cette règle n'existait pas, la règle du but à l'extérieur, si l'UEFA n'avait pas validé, n'avait pas instauré cette règle-là, un club comme l'AS Monaco ne pourrait jamais disputer une finale de Champions League. Parce que si vous vous souvenez bien, en 2004, lors de cette fameuse campagne de la Ligue des Champions, à la surprise générale, l'AS Monaco avait éliminé le Real Madrid lors des quarts de finale. En match aller au Santiago Bernabéu, le Real Madrid avait battu l'AS Monaco par 4-2. Au match retour, l'AS Monaco a battu le Real Madrid par 3-1. Et sur la base de cette règle du but à l'extérieur qui compte double, les protégés de Didier Deschamps à l'époque, qui était l'entraîneur, se sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu Chelsea pour jouer la finale face au FC Porto, qu'ils ont perdu par la suite. Donc c'est dire que cette règle a avantagé certaines équipes, mais n'a pas à désavantager d'autres. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle formule classique, où quand vous jouez sur une double confrontation, que vous battez votre adversaire à l'extérieur 3-1, et que si vous battez votre adversaire à l'extérieur 2-1, et que si votre adversaire arrivait, si vous battez par 3-2, quand on fait les calculs sur le plan mathématique, ça fait 3 buts partout sur les doubles confrontations, et on va disputer les prolongations. Si il n'y a pas, en tout cas, d'issue, si une équipe ne prend pas le dessus sur l'autre, il y aura les séances de tir au but pour pouvoir les départager. Mais est-ce que ça ne revient pas, comme à la case départ, il y avait un problème qui avait sous-tendu cette mesure prise par l'UEFA en enlevant donc cet avantage? Est-ce qu'on ne revient pas à nouveau là-bas? C'est la petite crainte. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez un peu dans le football moderne, et surtout avec le contexte de la Covid-19, qui, en tout cas, empêchait les supporters de pouvoir venir soutenir leur club, il n'y a plus de différence à l'extérieur comme à domicile. C'est-à-dire qu'une équipe aujourd'hui est beaucoup plus à l'aise de pouvoir aller battre son adversaire à l'extérieur. Et voilà un peu. Donc, aujourd'hui, cette crainte...
Toujours est-il, par exemple, qu'une confrontation à l'extérieur, vous n'avez pas l'avantage du public au même titre que celui qui vous accueille. Bien évidemment, vous n'avez pas la même attention que du public. C'est une pression énorme qui s'exerce sur vous. Mais on a vu des équipes qui, malgré cette pression populaire, à l'extérieur, ont quand même joué des matchs et ont battu leurs adversaires. Oui. Cela est tout à fait possible. La preuve, en tout cas, même si ce n'est pas, encore une fois, des cas, c'est des cas assez différents. Comparaison n'est pas raison. Pour le match de l'Euro entre la France et l'Allemagne, la France jouait au stade Allianz Arena de Munich face à l'Allemagne qui jouait devant son public, mais la France a quand même battu l'Allemagne. Donc c'est dire que ce sont des données qui comptent véritablement, puisque avec l'appui du public, le public qui peut apporter un nouveau souffle à ces joueurs, si les joueurs sont fatigués, avec les chants, avec les encouragements, ils peuvent se décupler sur le terrain, mais on a déjà vu des équipes qui ont perdu des matchs à l'extérieur. Donc, cette crainte, elle est légitime, mais je pense que l'UEFA a pris la sage décision, puisque, véritablement, ce but à l'extérieur qui comptait double, en tout cas, ne désavantageait plusieurs équipes. Dernier sujet, on parle donc du groupe F qu'on présentait comme le groupe de la mort dans cet Euro 2021. Bien, le dénouement semble un peu ébouriffant. La France a quand même fini en tête, en tenant tête au Portugal, 2 buts partout. C'était mercredi. L'Allemagne, éliminée pendant 1 heure par la Hongrie, a sauvé sa tête également, 2 buts partout, et jouera donc les 8e, tout comme l'Espagne. Finalement, tout se dénoue bien. Je pense qu'il n'y a que la Hongrie qui rentre à domicile. Oui, la Hongrie passe à la trappe. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, puisque cette équipe hongroise a véritablement mis en mal cette sélection allemande. En tout cas, cela illustre parfaitement le nom de ce groupe de la mort que les observateurs vendaient tant avant la compétition. La plupart ne vendaient pas la peau de la Hongrie, mais elle a mis en difficulté l'Allemagne. D'abord, il faut souligner que avant les 10 dernières minutes de cette rencontre entre la Hongrie et l'Allemagne, la Hongrie se qualifiait puisqu'elle avait mené par 2 reprises l'Allemagne, et grâce à Kai Havertz qui a sauvé les Allemands vont pouvoir disputer les 8e de finale. C'est quand même un groupe qui, en tout cas, nous a offert un spectacle qui a déridé plus parce que il y avait du sourire sur les lèvres, parce que le suspense était véritablement au comble. Et au final, ce sont 3 équipes qui vont pouvoir disputer les 8e de finale, notamment la France qui a terminé première. Elle a fait un match nul face au Portugal, 2 buts partout lors de la dernière journée. L'Allemagne qui termine en 2e position grâce au but salvateur de Léon Goretzka. Autant pour moi, je parlais de Kai Havertz, c'est plutôt Léon Goretzka, le milieu de terrain du Bayern de Munich. Et le Portugal meurt 3e, qui compose également son ticket pour la 8e de finale. Est-ce que le groupe a tenu son nom de groupe de la mort? Véritablement, ce groupe a tenu son nom de groupe de la mort. Quand vous voyez un peu les scénarios, en tout cas à l'issue de cette 3e journée, c'est le groupe qui a le plus offert le suspense dans cette phase de poule, avec tantôt c'est l'Allemagne qui était éliminée, tantôt c'était le Portugal, tantôt la Hongrie obtenait son ticket. La France, elle avait quand même su obtenir son ticket avant cette 3e rencontre, mais visiblement, au niveau même du classement, il y a eu des changements de situation quasiment toutes les minutes, tous les quarts d'heure dans cette poule-là. Donc, c'est dire que cette poule a tenu son rang de poule de la mort, parce que ce sont quand même des équipes de qualité. On parle de la France, championne du monde en titre, finaliste de la dernière édition de l'Euro. La France qui a en son sein des joueurs assez intéressants. Karim Benzema qui a finalement marqué 2 buts face au Portugal. C'est la fin d'une disette pour Karim Benzema qui doutait un peu. Maintenant, la machine est lancée. Peut-être qu'il va continuer dans cette belle dynamique. Vous avez... Je pense que c'était 2 pénaltys, si je ne m'abuse. Il a marqué un pénalty, il a marqué un but dans le jeu sur une passe décisive de Paul Pogba qui a transversé la défense portugaise. Maintenant, l'Allemagne également. L'Allemagne qui n'a pas été assez intéressant, assez souverain dans le jeu, assez fluide dans le jeu, mais a quand même finalement décroché son ticket
L'Allemagne qui est un gros cadeau pour la dernière compétition que Joachim Löw fait à la tête de cette sélection. Ils vont vouloir véritablement continuer, surprendre leurs adversaires lors du deuxième tour. Et dans le Portugal, qui se sauve avec un Cristiano Ronaldo de gala, 5 buts. Il a encore pulvérisé des records. Il devient désormais comme un buteur d'une sélection dans le monde, avec l'Iranien Ali Daei, 109 buts pour Cristiano Ronaldo, 19 buts pour Cristiano Ronaldo en compétition majeure. Il égale le record d'un certain Miroslav Klose, l'Allemand. Il a 5 réalisations. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur de cette compétition. Et donc, le deuxième tour va encore nous offrir des scénarios assez intéressants. Merci Henri Akodo. C'est moi. La pause et le journal. Après, on va revenir pour Regard croisé.